Bon après-midi, Jacques Ledoct. On se trouve ici donc à la Maison de la Création et dans l'ancien hôtel communal de Laeken, place Boxtel. Et j'aurais voulu savoir un peu comment ce bâtiment, qui est vraiment pas anodin, qui a la force qu'on peut imaginer dans ce type d'architecture de maison communale, est redevenu un peu une maison de tous, une maison commune. C'est vrai que c'est une histoire loin d'être anodine. C'est une histoire incroyable parce que ce sont des citoyennes et des citoyens qui se sont mobilisés à un moment donné et qui ont investi un espace qui était à l'abandon aussi, celui du lien entre les gens. Des assos se sont constitués et pour lutter contre le décrochage scolaire, pour essayer de travailler sur la valorisation du patrimoine architectural, et elles se sont mises ensemble et elles ont eu la très bonne idée, je pense, de créer un festival qui s'appelait Amalia. Et donc c'était à la fin des années 90, 98 par là. Et donc Festival Amalia qui se déroulait une fois par an dans l'ancien hôtel communal. Puis en 2002, il y a la Zineke Parade qui était lancée par l'énergie de Bruxelles 2000, et la deuxième édition là en 2002 fait participer tout le quartier ici. Il y a 400 personnes qui participent à ça, c'est Amalia Cosmogonie. Et là, il y a un collectif d'artistes qui est associé à ce réseau d'associations locales. Et ensemble, on fait un travail à la fois de cohésion sociale, de lien entre les habitants et artistique de grande qualité. Et donc l'idée c'était, on va pas juste faire un événement, il faut qu'on pérennise cette énergie-là. Et voilà, la démarche a été d'aller voir les autorités communales, dire il y a un grand bâtiment qui est vide, est-ce qu'on pourrait l'investir? L'idée c'était les termes de Baudouin, qui était à l'époque l'âme de tout ce projet, Baudouin de Gers, c'était de faire une sorte d'université populaire des arts, quoi, pour tous. Et donc on a eu les clés de ce bâtiment. Oui, à titre précaire, vous pouvez avoir... Et donc on est parti sur le chapeau de roue, et puis après on a été reconnu comme centre culturel. Et l'aventure, elle démarre là, quoi. Il y a une photo ici de l'inauguration, Ouais. dans le grand hall, qui est déjà très belle comme photo, et on voit à la fois ce côté un peu imposant, le marbre, les sculptures de l'architecture, fin 19e, tout début 20e, je crois deviner genre la plaque aux morts de la commune ou quelque chose comme ça. Oui, c'est les fondateurs, quoi. Plutôt. Les fondateurs. Ceux qui étaient là quand on a... Il y a vraiment un côté solennel, et puis il y a ce côté improbable qui vient que ça rentrer en oblique dans ce lieu. Mais c'est précisément 100 ans après la construction du bâtiment, après la pose de la première pierre, je pense presque au jour près, on a fait l'inauguration du centre culturel ici, dans le bâtiment entièrement rénové. La rénovation a pris 6 ans, et donc on a été reconnu... Donc là, on est en quelle année? Là, on est en 2012, on est en octobre 2012. C'est l'inauguration du centre culturel dans son bâtiment entièrement rénové. Et alors, vraiment, sur les gens qu'on voit, il y a le public, à l'arrière-fond de la photo, mais à l'avant-plan, il y a une espèce de fanfare improbable. Qui sont ces gens? Et puis aussi, ce côté... on reconnaît par le maquillage un espèce de côté de folklore imaginaire, un côté ethnique, mais oui, inventé, tout ça. Oui. Je pense que ça revient dans pas mal de choses que vous faites. C'est la caravane du Zoublistan, avec Laurent Taquin. Ils inventent des instruments, ils inventent des rituels, ils font des danses avec des langues complètement magiques, quelque part. Ça relie instantanément. C'est à la fois ludique et sérieux. C'est tout l'enjeu du jeu. Jouer, c'est essentiel, et c'est le côté sacré du jeu. Ça se relie. Il y a toute la légèreté, le lâcher-prise, etc. dans le jeu avec le pinceau, la danse, l'improvisation, etc. Et la concentration et la discipline et l'expression artistique qui s'y retrouve. On va après repartir vers des cortèges, des fanfares, des fêtes comme ça, qui marquent le calendrier et relient la collectivité. Mais tout à l'heure, il faut que je retrouve la photo, on a parlé de Baudouin de Gers. Et ici, c'est une photo qui fait le lien entre un voyage qu'il a fait sans doute plusieurs années avant que cette photo ait été prise ici,
un voyage chez les Pygmées et finalement un projet artistique, une ouverture qui va donner lieu à un peu tout son parcours qui suit et à toute une série d'ateliers qu'il a aussi mis en place chez vous. Baudouin, c'est un artiste. Donc c'est lui à droite sur la photo. Au violon. Il joue ici dans un duo avec Walter Huss, pianiste, compositeur. Et il joue à l'occasion d'un triptyque. Donc on a organisé beaucoup de soirées triptyques, des moments de rencontres artistiques en 3 temps. Et donc il a apporté beaucoup au projet, avec son rêve, son utopie d'une université populaire pour tous. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble, on s'était rencontrés quand je travaillais au Palais des Beaux-Arts, on a connecté tout de suite, et donc au tout début de cette aventure ici, il m'a appelé en me disant « Tiens, est-ce que tu viens bosser avec moi sur ce projet de Maison de la Création ?» Et on s'est retrouvés là-dessus. Et là, effectivement, il évoquait lors de ce triptyque son voyage initiatique, on va dire essentiel, fondamental chez les Pygmées Aka, avec Fabricio Cassol, Michel Hadzi et toute la bande Akamoun. Ok, et tu viens de lancer un sujet sur ton passé professionnel, qui était donc de programmer de la musique dite du monde au Palais des Beaux-Arts. Le passage du Palais des Beaux-Arts, forcément une expérience formidable, à ici, c'est le souci de l'humain, quoi. Pour moi, les êtres humains sont au cœur du projet socio-artistique, avant toutes les formes d'expression artistique. Et donc, voilà, ça fait une grande différence par rapport à des concerts fantastiques que j'ai eu la chance de pouvoir organiser, des rencontres, etc. Mais l'envie de pouvoir m'investir davantage dans la rencontre avec les femmes et les hommes qui font ces musiques, qui font ces danses et tout ça. Je pensais notamment à cette dame dont tu m'as parlé tout à l'heure. Kunti Ken, formidable danseuse cambodgienne, première danseuse du ballet royal du Cambodge, et donc qui se retrouve ici. Elle a épousé un Belge, elle s'est installée ici, elle habite rue des Artistes, ici, à 300 mètres à vol d'oiseau. Et elle donne des ateliers de danse khmer à la Maison de la Création. C'est génial. Il y a une photo, je pense, de ces ateliers. Et donc c'est intéressant aussi parce qu'elle est dans sa démarche très traditionnelle, elle a une pratique, tu imagines le travail que ça représente pour maîtriser tous les codes, etc. C'est une discipline de très haut niveau. Et en même temps, elle est dans la rencontre avec des musiciens hip-hop. Ipun Thiem et elle ont travaillé ensemble, donc danseuse d'origine cambodgienne aussi, Ipun, et elle travaillant sur des formes hybrides, cherchant les expressions contemporaines, cherchant le lien entre sa pratique traditionnelle, très codée, et puis le monde dans lequel elle vit ici, c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui, quoi. Il y a une photo dont tu dois encore me raconter l'histoire. C'est l'atelier art visuel qui était mené à l'époque par une artiste qui s'appelle Anne Vilquin, qui est ici à droite, là, et donc Anne voit débarquer un jour un jeune Turc, j'ai oublié son prénom malheureusement, un gamin, il doit avoir 8 ans, 9 ans, 8 ans je pense. Et lui, il dessine tout le temps, mais il dessine Dragon Ball Z, quoi, tu vois, tout le temps. Et c'est Dragon Ball partout. Il ne fait que Dragon Ball. Il est obsédé par Dragon Ball. Alors très rapidement, Anne lui dit tiens, c'est qui? C'est quoi ce personnage? Ah, c'est Dragon Ball. Ah ok, mais c'est... Et Dragon Ball, il vient d'où? Raconte-moi un petit peu. Et il lui dit Dragon Ball, il est chinois, etc. Alors elle me dit tiens, il est chinois Dragon Ball? Il n'est pas japonais plutôt. Et alors il commence à discuter, il parle de Dragon Ball. Ok. L'atelier suivant, la semaine d'après, Anne nous demande d'installer un vidéoprojecteur et un lecteur DVD, etc. Et elle apporte le film Les 7 samouraïs de Kurosawa. Et donc, elle décide de montrer à ce gamin qui dessine Dragon Ball, de lui montrer les samouraïs. Et elle parle de Dragon Ball et des ancêtres de Dragon Ball. Elle explique vraiment d'où ça vient. Et petit à petit, il découvre tout cet univers-là. Et puis, allant dans le sens de sa fascination pour finalement un guerrier de manga japonais, elle lui fait découvrir les samouraïs et elle décide
Elle lui propose de construire avec lui une arme de peinture qui est faite d'un grand bâton de bambou et de 2 pinceaux, quoi. Et alors ensemble, ils construisent un truc et ils créent un personnage au fil des ateliers. Et avec ce personnage que va incarner cet enfant, ben, il va petit à petit s'éloigner de son Dragon Ball et devenir lui-même un espèce de guerrier peintre, comme ça. Et il va se mettre en costume, et bandeau, etc. Et il va se lancer dans de la calligraphie, on peut le dire comme ça. Et c'est son univers, il l'a développé lui. Ici, on a une très belle photo de la fête des Lumières. On voit qu'il y a de la neige, un peu de neige. Ça recouvre pas les pavés, mais sous dans l'interstice entre les pavés, il y a la neige, il y a une rue qu'on reconnaît vraiment comme bruxelloise. Et puis, il y a ces gens mitouflés, mais de différentes origines, et ces tambours coréens. Ces tambours coréens qui viennent sonner sous les fenêtres des gens qui sont emmitouflés dans leur chaleur bien cosy chez eux, et qui regardent par la fenêtre et qui voient déambuler une bande un peu farfelue comme ça. C'est aussi ça, c'est le lien à tous ceux qui sont derrière leurs fenêtres, à faire résonner quelque chose, ça fait un potin d'enfer, hein, sur top et tout ça. Et puis il y a les lanternes et tout ça, donc il y a quelque chose quand même qui se passe. C'est une belle fête, c'est un beau moment. Ici, il y a une photo que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est assez énigmatique, même dans sa composition comme ça, cette diagonale, cette jeune femme asiatique au tambour dans le coin inférieur gauche, et puis ce monsieur a priori, je dirais, bien belge, bien européen, qui regarde vers le coin supérieur droit. C'est un vol d'oiseau comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette photo, en fait, Jackie? Ça va lui faire plaisir que tu dises qu'il est bien belge, qu'il est parisien. Mais il aime beaucoup la Belgique. Et c'est Hervé Péjaudier et Kang Min-jung qui sont là. Hervé est traducteur avec son épouse Han Yumi de pièces de théâtre coréennes. Il travaille à Paris. C'est vraiment un spécialiste de la littérature, de la poésie et du théâtre coréen. Et il fait un travail incroyable qui est la traduction. Mais pas seulement la traduction, il fait l'interprétation aussi sur scène. Il s'est lancé là-dedans. Des répertoires de pansori. Pansori qui est le genre épique coréen. Et dans ce rapport du proche et du lointain, du monde et du quartier, etc., il y a un groupe haïtien aussi, avec lequel vous travaillez beaucoup. C'est Chouk-Bois Libété. Chouk-Bois Libété. Chouk, c'est la racine. Chouk-Bois, c'est le bois racine. La liberté du bois racine, c'est le lien de ce peuple haïtien qui a vécu des choses incroyables, évidemment, avec toutes ces années, ces siècles d'esclavage, le fait de s'affranchir de tout ça, d'être le premier pays, nation d'esclaves affranchie par la révolte, et donc une histoire hallucinante. On a réussi à les faire venir en résidence ici à la Maison de la Création. On a fait des workshops, des rencontres avec d'autres artistes, des scolaires aussi. C'est fantastique, quoi, de parler avec ces musiciens du vaudou, de l'esclavage, de la traite des Noirs et tout ça, des esclaves. C'était très très impressionnant de voir avec quelle attention les classes de primaire qui sont venues ici apprenaient toute cette histoire-là. Dans vraiment l'ancrage qu'on peut plus facilement imaginer dans son centre culturel, dans son quartier, etc., il y a d'assez chouettes photos de stage avec des enfants. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est une photo d'un petit batteur, d'un jeune batteur. Donc nous, on n'est pas une académie, on n'est pas une école, on est un centre culturel. Ici, c'est le langage, l'expression artistique. Et donc, on a des outils, on a des instruments, on a plein d'instruments, notamment mis à disposition par Music Fund, qui est un projet formidable de collecte d'instruments partout en Europe. Et donc, on est le partenaire de Music Fund ici à Bruxelles, et on met à disposition des instruments, des guitares, je sais pas moi, un violoncelle et tout ça pour des gens qui veulent pratiquer mais qui n'ont pas les moyens d'acquérir un instrument. Mais dans les ateliers que l'on propose, l'idée c'est toujours d'avoir des projets artistiques.
et de voir, on va créer un morceau de musique ensemble, on va faire une danse, et l'idée c'est de travailler avec un autre atelier et de faire des choses à construire ensemble. Et on parlait à la fois de ces instruments que vous avez via le Music Fund et du bâtiment, etc. Et il y a une image sur laquelle je reviendrai bien par rapport au bâtiment, c'est cette image-ci. Donc, image d'atelier, enfin, on parlait tout à l'heure de ce côté majestueux, du décorum, du marbre, du grand hall, du grand escalier, tout ça. Ben, ici, on est un peu, je ne sais pas exactement où on est dans le bâtiment, en dessous, derrière, à côté, mais on est de l'autre côté, enfin, on est dans les coulisses. Donc là, on est dans les caves de l'ancienne gare, qui est l'autre lieu que nous occupons également. Donc il y a le site ici sur la place Boxtal, ancien hôtel communal, et il y a l'ancienne gare de Laeken. Dans cette ancienne gare, oui, les caves ont été investies par un artiste qui s'appelle Otto Fons, qui est italien, qui a débarqué ici il y a une dizaine d'années, et qui est un récupérateur forcené. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler en contact avec des publics plus difficiles, les jeunes du quartier, ici dans la station de métro, tout ça, ça rigole pas tous les jours. Lui, il y va, quoi. Il y va, c'est un peu un gladiateur, comme ça. Mais il a une poésie, une fantaisie, une audace artistique. Et donc, voilà, il a ce projet qui s'appelle la boîte magique, dans laquelle il récupère plein de trucs. Et il est très sensible à l'âme des objets. Une chaise, pour lui, c'est pas juste une chaise, quoi, c'est cette chaise-là. Et il arrive à transmettre tout ça. Donc c'est une belle force qu'il a. Et pour revenir au côté plus bazar, comme ça, en contraste avec ce que tu évoquais tout à l'heure, de cette espèce de décorum qui caractérise un peu les lieux que nous occupons, bah ça, j'y tiens beaucoup. C'est l'âme, c'est le... Ce brol-là, il est salutaire aussi, il est inspirant. Et pour moi, dans l'énergie de notre lieu, il y a à la fois ces petits bricolages, ces rafistolages, mais soignés, et puis quelque chose qui a la classe, quoi. Et pour moi, c'est aussi une connexion. Là, justement, il y a une photo du grand hall, mais avec tout ce côté majestueux, mais en même temps des interventions qui viennent clairement de vous. À la fois une intervention lumineuse, une projection qui amène cet escalier de maison communale vers tout à fait autre chose, et puis aussi cette espèce de boîte avec de la typo ici en plein milieu, et ce mot qui pourrait être un des mots-clés de votre projet, curiosité. Oui, bah c'est l'imaginaire qui prend place. Donc là, c'est un travail avec un collectif d'artistes qui s'appelle Delirium Lumens et qui fait de la projection avec des rétroprojecteurs très puissants. Et donc, évidemment, tout de suite, le lieu est transfiguré. Et tout est possible dans tout ça. Et la curiosité, oui, bah c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est encourager tout le monde à être curieux. Et ici, en l'occurrence, quelque chose qui était un petit peu problématique dans notre quand on s'est installé dans l'espace, c'est qu'il y avait donc une statue à caractère religieux qui, dans le contexte de notre centre culturel, me semblait détonner un petit peu beaucoup, et donc j'espérais qu'elle puisse se retrouver par exemple au parvis de l'église Notre-Dame. On n'a pas pu la faire déplacer finalement, c'était très compliqué, et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de la mettre dans une boîte. Cette boîte, avec le terme curiosité marqué en grand dessus, était percée de plusieurs trous à des hauteurs différentes, permettant d'y glisser un œil curieux. Et alors c'est génial parce que évidemment avoir une paroi, c'est comme kick et flûte, quoi, hein, c'est vraiment cette image-là, quoi. Il y a la palissade, et puis il y a un œilleton, on regarde dedans, et là, on voit quelque chose, et c'est dans un regard de voyeur, évidemment. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le détail d'une main, on voit un visage de profil, on découvre cette sculpture autrement. Et franchement, moi, j'ai du plaisir à aller la voir, là. Et j'ai du plaisir à amener les gamins à aller la voir. Et j'ai du plaisir à utiliser cette œuvre d'art autrement, parce qu'elle est symbolique
du regard que l'on peut porter sur les choses. Et moi-même, mon regard a changé sur cette... et je suis content qu'elle soit là. Elle joue son rôle, elle a trouvé sa place, et elle est respectée là.